Et voilà, ça tourne et on est en impro total. Au secours. Salut à tous et bienvenue sur Synapse, la chaîne qui vous parle de ce qu'il se passe dans la tête de votre chien. Je suis très heureux d'accueillir Stéphane aujourd'hui, qui est spécialiste en médecine du comportement, pour parler un petit peu des thérapies de la peur, enfin de la thérapie de la peur, pour reprendre les mots que tu as donnés juste avant le début de la vidéo. Moi, ce qui m'intéresse un petit peu, c'est, de ton point de vue, en tant que vétérinaire, quel est le conseil que tu donnes à quelqu'un qui serait là comme ça avec son chien qui a des peurs? Quelle est la première chose qu'il doit faire? La première chose qu'il doit faire, c'est de se demander si ces peurs-là, elles sont pathologiques ou pas. Si tu veux, quand je suis en consultation, qu'on parle des peurs, les gens te disent ah bah ouais, il a peur du balai, par exemple. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que c'est une peur normale? C'est-à-dire que la peur, ça fait partie des émotions normales qui nous protègent, en fait. Si t'avais pas peur, t'aurais pas peur de sauter du 5e étage et c'est dommage pour toi, quoi. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment le chien réagit vraiment. Il va vraiment se cacher, il va trembler, il va mettre 5 minutes, 10 minutes à sortir de son bureau où il s'est planqué, ou en fait, il a juste été surpris parce que t'as ouvert le placard brusquement et t'as pris le balai, et puis après, il est parti, quoi. Donc oui, en gros, d'abord savoir si c'est une peur légitime. Est-ce que j'ai raison d'avoir peur? Tout à fait. Et la deuxième chose, c'est comment je réagis, en fait. Voilà. Et comment on sait si la peur est légitime ou pas? Et ben en fait, une peur, elle doit toujours être adaptative, c'est-à-dire que si la fréquence de la peur et l'intensité de la peur ne sont pas adaptées au contexte, c'est pas normal. C'est-à-dire que d'avoir très très peur d'un balai, voire après d'avoir très très peur du placard dans lequel est rangé le balai, c'est pas normal. Et ça peut monter jusqu'à avoir peur de la pièce où il y a le placard, puis après avoir peur de rentrer dans la maison. Puis... ouais. Carrément. Et ça, c'est très handicapant. Et la peur, en plus, quand elle est pathologique, quand elle revient trop souvent, c'est un sentiment, c'est une émotion extrêmement désagréable, puisqu'elle met en route dans ton cerveau un système de survie sur lequel t'as plus vraiment de contrôle. Le système de survie, il est automatique, puisqu'il est là pour nous protéger. Et donc, t'as cette espèce d'émotion incontrôlable qui, quand elle ne peut pas s'exprimer ou quand elle ne peut pas s'arrêter, entraîne de la souffrance. Ok, alors comme tu es hyper calé sur le sujet, ça me donne envie de te poser des questions complètement à côté de la plaque, mais sur le sujet un peu, tu vas voir. C'est genre, non mais parce que tu vois, la peur, du coup ça voudrait dire que le courage, je vais faire un gros raccourci, tu vas trouver peut-être ça idiot, hein. Ça voudrait dire que le courage, c'est être capable de presque de contrôler l'incontrôlable, quoi. Le courage, c'est certainement d'avoir des capacités à réguler ses peurs, ouais, certainement. Et peut-être un peu d'inconscience aussi. Hein. Un peu de témérité au milieu de tout ça. C'est ça. J'ai mon chien donc qui a un problème de peur anormal, de par ses réactions et de par le fait que, objectivement, le balai n'est pas dangereux. L'orientation se fait quand même d'abord vers un éducateur, se fait plutôt vers un véto. C'est très intéressant parce que pour la petite histoire, on enregistre cette vidéo après avoir parlé de l'immersion avec un éducateur. Il utilisait des couleurs pour grader la peur et je trouvais ça très très bien. C'est aussi ce que je fais en consultation où j'explique que le chien peut être complètement dans sa zone de confort et on est dans le vert, où le chien commence à avoir des peurs, qui commence à avoir du mal à réguler et là on est dans le jaune, ou alors on est déjà dans la panique et là la peur va envahir complètement les fonctions cérébrales et donc encore une fois tu as tout le système de survie qui se met en route et là toutes les cognitions, c'est-à-dire que toute la partie cortex du cerveau qui est la partie la plus développée, qui donne les pensées, qui donne les stratégies, etc., est bloquée. Hein, c'est-à-dire que là le système de la peur dit au cortex maintenant tu me laisses faire et tu te décroches parce qu'il faut aller très très vite parce que sinon je vais mourir. Et en gros, donc cette introduction, enfin, tu reparles de ces couleurs, parce qu'en gros, c'est en fonction de comment le chien se sent, en fait, qu'on va choisir vers où on va, c'est ça? Exactement, et tu as complètement devancé et compris mon introduction, c'est-à-dire que si l'éducateur, il voit, bon, bah oui, il y a des peurs, mais on est encore en zone jaune, c'est-à-dire que je peux travailler. C'est-à-dire que je suis aussi dans une situation où je vais pouvoir commencer la thérapie de la peur qui consiste soit à désensibiliser, soit à faire ce qu'on appelle du contre-conditionnement. On peut revenir sur les détails, mais on a des vidéos là-dessus, j'imagine, sur la chaîne, qui vont consister en fait à exposer le chien de façon mesurée et tout en exposant le chien à contrôler ses réactions
pour toujours rester dans la zone jaune claire même, tu vois. Ouais. Et à chaque fois, regarder la tête que fait le chien, etc., etc. Et ça, tant que l'éducateur parvient à le faire, tant que le chien progresse, tant que les cognitions fonctionnent, parfait. Après, tout est une question de dosage, de contexte de la peur. C'est-à-dire que là, l'histoire du balai et du placard, c'est facile. Oui, Il n'y a que ça. Ouais, ouais. Tu vois, s'il n'y a que ça, c'est facile. Là, je vais prendre quelque chose de beaucoup plus compliqué. Le chien, c'est impossible pour lui de sortir dans la rue parce que tout lui fait peur. Là, c'est beaucoup plus compliqué. Et là, l'éducateur, il peut pas travailler. Il peut juste pas travailler parce que dès que le chien met une patte en dehors de l'appartement, il est en zone rouge. Hein. Et ça, c'est une maladie de la peur. Ça peut être par exemple un syndrome de privation dans lequel le chien, sa zone de confort, sa zone verte, elle est limitée à l'appartement ou à la maison et parfois même à une zone précise de la maison, de l'appartement. Et ça, sur ces cas-là, l'éducateur, pour moi, il doit, ou le professionnel, ou même le propriétaire, il doit immédiatement identifier que de toute façon, le travail est impossible, qu'on n'a pas de zone jaune ou qu'elle est tellement petite qu'on ne peut pas travailler dedans et qu'il faut l'élargir. Et que pour l'élargir, cette zone jaune, il faut en fait diminuer cet envahissement du système de survie dans le cerveau et de laisser à nouveau un peu de place au cortex pour qu'il puisse apprendre. Et ça, seul un médicament peut le faire. Je vais revenir sur des choses que tu as dites, histoire de les détailler. Quand tu parles du fait que la personne doit identifier immédiatement, évidemment, les gens ne sont pas forcément formés, hein, bien sûr, et on en est conscient. Oui. Et excès de langage. Excès de langage, voilà. Mais s'il pouvait, ça serait génial. Voilà, c'est ça qu'on veut dire. Et surtout... Super. Voilà, et surtout se dire... c'est aussi un message que tu passes à ce moment-là en disant aux gens, mais quand rien ne marche, et que c'est tout de suite trop dur... Il faut peut-être se demander s'il n'y a pas une maladie. Alors, faut se demander s'il n'y a pas une maladie et il faut très vite se tourner sur un professionnel. Si on vivait dans le monde des bisounours, ce serait parfait, c'est-à-dire que tous les professionnels seraient informés quels qu'ils soient et seraient capables immédiatement de dire je suis un bon éducateur ou un éducateur qui a subi une bonne formation et je sais que là je ne peux pas travailler donc c'est veto d'abord. Et puis il y a le veto qui voit le chien et qui dit oh bah là je veux bien l'aider un peu mais en fait il n'a pas vraiment besoin de médicaments. Après ce qu'il faut comprendre c'est que le médicament en élargissant la zone jaune même sur une zone jaune qui est déjà présente, ça peut être intéressant parce que ça peut raccourcir la thérapie. Cette zone jaune, elle a une jauge également, comme tu disais tout à l'heure, tu as dit jaune clair presque. Ouais, elle est finalement jaune jusqu'à orange, on va dire. Et on va dire qu'en zone orange, on est quand même dans un risque de sensibilisation, sérieux. De toute façon, quand on est en jaune zone, on est déjà sensibilisé, hein. Oui. Que ce soit bien clair. Non, de resensibiliser, je veux dire encore pire, quoi, d'empirer les choses. Ah oui, d'empirer les choses. Et c'est tout le problème de la thérapie. C'est-à-dire que ces thérapies de la peur, elles sont très difficiles à mettre en place, en fait, notamment pour les propriétaires, parce que on est toujours en zone jaune pour travailler, mais le chien, il varie en permanence. C'est-à-dire qu'il n'est pas en train de vous dire ouais t'inquiète pas je vais rester en zone jaune. Eh ben non pas du tout. C'est-à-dire qu'il est toujours vert, jaune, orange foncé, rouge et ça n'arrête pas. Et il faut tout le temps en train de regarder la tête du chien pendant qu'on applique la thérapie pour être sûr de ne pas l'emmener dans la zone orange foncé ou rouge sans s'en apercevoir parce qu'à ce moment-là tu vas créer une peur post-traumatique. Et donc au lieu de le traiter, tu l'aggraves. On parle souvent de la tête du chien, c'est la deuxième fois que tu le nommes, c'est notre axiome un petit peu sur la chaîne, donc je fais un tout petit point dessus quand même. Chez nous, qu'on soit éducateur, propriétaire, veto spécialiste, tout ce que vous voulez, le plus important, on estime que c'est de regarder, ce qu'on dit tout le temps, la tête du chien, c'est-à-dire de regarder l'ensemble du chien, hein, pas que sa tête, et de voir comment il se sent. D'accord ? Tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait et tout ce qu'on met en place de toute façon est là pour le bien-être du chien. Donc c'est important de toujours se concentrer là-dessus, que vous soyez en thérapie ou pas. Tout à fait. Et je pense qu'il faut redonner le crédit et l'originalité de cette expression au docteur Sylvia Masson. Et quand j'ai entendu prononcer ça la première fois, j'ai dit mais elle a complètement raison. Il faut vraiment qu'on fasse beaucoup d'efforts pour lire les émotions du chien et c'est pas facile. Je vais te dire clairement, quand j'ai une thérapie de la peur à effectuer sur un chien, dans 90% des cas, je fais appel à un professionnel de type éducateur parce que les propriétaires risquent encore plus de faire des erreurs et de créer des aggravations
post-traumatique, d'être déçu par la thérapie, c'est une perte de chance en fait pour le chien. À cause d'une mauvaise lecture. Mais tout à fait. Et ce sont des thérapies, encore une fois, très difficiles à faire correctement. Et même nous, professionnels, on voit très bien qu'on fait des erreurs. Moi, ça m'arrive d'être avec un chien qui est sous traitement et de dire, bah tiens, avec les gens, on va aller dans la rue pour voir où ça en est et d'essayer de leur montrer un truc. Et je me plante. Il n'y a pas de truc qui marche pour tous les chiens, donc on doit à chaque fois s'adapter. Et on sait que des fois, je crois pas dire de bêtises, je l'ai jamais intellectualisé avant de le dire là maintenant, mais je pense qu'en fait on fonctionne beaucoup par essai et erreur. On essaye des trucs, on regarde un peu comment ça se passe, comment ça avance, et on essaye de pas aller trop loin. Voilà. Bah, tu t'adaptes au chien et tu t'adaptes aussi à ce qui lui fait peur. Encore une fois, c'est des thérapies compliquées dans le sens où, par exemple, tu prends l'exemple d'un chien qui a peur des motos dans la rue, tu as travaillé là-dessus et puis ça va pas mal si tu veux. Et puis d'un seul coup, pas de peau. T'es dans la rue et puis ils ont décidé de faire un défilé de Harley Davidson qui n'était pas du tout prévu et le chien s'en prend plein les oreilles et on est reparti en arrière. Donc, si tu veux, le problème aussi, et ça, c'est quelque chose que je pense que c'est un message qu'il faut faire passer sur ces peurs. Ces peurs, en fait, c'est des conditionnements. On a une vidéo, je crois, sur le conditionnement classique. Il y a en fait un lien entre deux stimuli. Et ce qui se passe dans la peur, c'est qu'en fait, c'est un conditionnement classique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu entends les motos, tu as l'émotion de la peur. Et ce conditionnement classique dans le cerveau, c'est quelque chose qui ne peut jamais s'effacer. Donc, si vous avez peur des araignées, des bruits ou peu importe, au bout d'un certain temps, avec une thérapie, arriver à contrôler cette peur, mais elle peut toujours se réveiller, elle peut toujours se réactiver, et notamment lors d'une exposition particulièrement importante. Intense. Okay. Ça ne disparaît jamais. Voilà. D'accord. Par contre, c'est contrôlable. Ok. Grâce au fameux courage dont je parlais tout à l'heure. Au courage, mais surtout pour nos chiens, aux thérapies, à l'aide médicamenteuse, et tout en sachant, il faut être conscient que ça peut se réveiller. Et si j'ai un chien qui a peur des orages, sur lequel on a pu travailler, ça va mieux, ben c'est un chien, en particulier sur les orages, où j'aurais toujours tendance à le médicaliser dès que je sais qu'il va y avoir des orages, pour éviter qu'il le ressente trop fort. Ouais. Et qu'ils reviennent en arrière sur des peurs paniques. Je reviens maintenant sur la notion de couleur dont on a parlé tout à l'heure. On parle de cette sorte de jauge, je vais faire dans la caméra, de vert jusqu'à rouge, on va dire. Et en gros, chaque zone pour nous est un indicateur donc, du bien-être du chien. En tout cas, c'est comme ça que nous, on va en parler. En zone verte, les entraînements se font en apprentissage, finalement. C'est-à-dire que dans la zone verte, j'apprends au chien ce que j'attends de lui. Carrément. En fait, quand tu utilises des thérapies de désensibilisation ou de conditionnement, tu vas avoir besoin d'un certain nombre d'éléments éducatifs. Comme assis, d'acquis, comme assis, comme regarde-moi, ou des choses comme ça. Et ces choses-là, il faut évidemment les apprendre dans la zone de confort. Puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, dès que la peur arrive, alors à ce moment-là, les apprentissages sont beaucoup moins efficaces parce que le cortex fonctionne beaucoup moins bien. Donc il faut être dans une zone de confort où le cortex, lui, il est très à l'aise. Le système de survie, le cortex lui a dit, pardon pour l'expression, mais lui a dit ta gueule. Il peut travailler tranquille, quoi. Le cortex, il n'est pas embêté par les émotions, tu vois. Et ça, il faut le faire dans la zone verte. D'abord, je vais commencer mes apprentissages en zone verte pour être sûr que le chien sache faire ce que j'attends de lui donner un cadre qui lui permet de savoir les choses est quand même vachement plus rassurant de savoir ce que j'attends de lui dans un moment critique et plus rassurant. Donc je lui donne et un apprentissage et un cadre dans l'environnement où je suis moi en tout cas. C'est le moment de travailler avec les propriétaires sur la communication, sur la lecture du chien, comment vous vous placez par rapport au chien. Le commun des mortels, le propriétaire de chiens lambda ne connaît pas. Ça permet aux professionnels déjà de voir, ok, je vois qu'il a quand même un problème ici ou là de communication, on va commencer par régler ça, et quand tout sera déjà mieux, pas parfait, on pourra avancer. Le fait de ritualiser les choses souvent permet un petit peu de
voir venir en fait. Et du coup, le fait de ritualiser un ordre, ça se fait toujours de la même manière, le fait d'avoir une répétition sur un truc, Ouais, je pense que ça aide aussi. tout à fait, parce que surtout quand tu es... je suis à 100% d'accord avec toi, c'est-à-dire que Ouais. dès que tu es dans une émotion qui devient incontrôlable, c'est très pratique d'avoir des rituels qui sont eux aussi automatiques, Donc parce conditionné, que hein, tu c'est vas ça que tu pouvoir veux les dire mettre par en place automatique. et bien entendu, qui sont conditionnés. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait en humaine, hein, c'est-à-dire que on a il y a des thérapies qui consistent à créer des conditionnements que tu vas utiliser quand tu as peur. Par exemple, tu peux avoir des séances d'hypnose, ça marche pas mal, dans lequel le thérapeute va relier un mouvement, par exemple un frottement de doigts, okay, à des pensées positives. Et ensuite, quand tu vas être exposé à ta peur, tu vas faire ton frottement de doigts, et du coup, ça se met automatiquement en place. Les rituels dont tu parles, c'est la même chose pour moi. Donc ça, c'est la zone verte. Quand l'apprentissage est mis en place, et que je suis sûr que mon chien sait faire, je vais du mieux possible dans la zone jaune clair, et je commence à remettre le même travail en place, finalement, pour voir s'il y arrive. Non, mais tu te mets dans la zone jaune clair quand tu peux. Oui. C'est-à-dire que c'est très contextuel. Si le chien il a juste peur du balai ou du lave-vaisselle, ça va être facile. Si le chien il a peur de tout, je parle du chat. Si le chien a peur de tout dans la rue, ça va être très très compliqué de doser l'exposition. Alors il y a des possibilités, hein. On peut sortir quand on sait qu'il y a moins de bruit dans la rue, on peut sortir, etc. Excuse-moi, je te coupe. Il y a tout ce qui tourne autour de la distraction aussi, ou même du jeu, parce qu'on dit souvent que s'amuser c'est un bon remède contre la peur. Donc, le fait de faire de la ritualisation de jeu et d'amener ce jeu tout doucement vers l'extérieur peut fonctionner pour élargir la zone. Mais il faut que cette zone existe dans tous les cas. C'est-à-dire que si j'ai fait tout ça et que soit c'est trop long, parce que finalement maintenant on va parler un peu de ce qui est normal ou pas, c'est-à-dire que derrière il faut que il y a un temps, enfin je veux dire 6 ans pour aller mieux, c'est trop long. Ah non, et, ça va pas le faire. Et ne pas être capable de faire plus de 3 mètres en dehors de chez soi au bout de 5 séances, c'est trop long. Enfin, ou des choses comme ça. En tout cas, nous, c'est notre avis. Et je pense qu'il y a une question de normalité là-dedans qui est tout à fait à ajuster en fonction des gens. Mais c'est là où il va y avoir effectivement cette zone finalement jaune n'est pas qu'une zone de travail, c'est surtout une zone d'information également, quoi, qui va nous donner la voie à suivre. Si on peut y arriver sans traitement médicamenteux, pour moi, je dis toujours, au bout de 15 jours, ça doit avoir disparu. Ouais. Sinon, c'est que c'était pas si facile que ça, et qu'une aide médicamenteuse est nécessaire. En sachant qu'on ne prend pas en compte que les réactions du chien, mais aussi ce qu'il ressent. C'est-à-dire qu'un chien peut très bien aboyer le premier jour, avoir été... Non mais tu vois, c'est super large en fait, mais c'est vrai que faut être un professionnel pour voir ce qui se passe à ce moment-là, quoi. La peur, c'est très compliqué. Hein. Ouais, c'est vrai. Très compliqué. C'est drôle d'ailleurs parce que quand j'étais début de ma carrière de veto comportementaliste, je me disais ouais, la peur facile. Et pourquoi tu t'es dit ça? Parce que tu avais des bons résultats sur plein de cas ou parce que je sais pas? Ah non, pas du tout. Non, parce que en fait j'avais des très mauvais résultats. En fait, je comprenais pas pourquoi. Je me dis mais merde. Il a que peur, quoi. Enfin, je veux dire. Ah oui, d'accord. Ouais, en fait, tu diminuais le fait que ça pouvait être mais aussi Mais envahissant. non, mais pas du tout. Du tout. Et en progressant et en comprenant comment la peur fonctionne dans le cerveau, je dis ah ouais, quand même. En fait, c'est atroce ce truc. C'est très très compliqué à vivre, à gérer et parfois à soigner. Hein. Zone rouge. Ouais. Alors, la zone rouge, évidemment, comme ça on dirait qu'il n'y a pas grand-chose à en dire à part qu'il faut l'éviter, mais elle n'est pas toujours évitable. Tu l'as dit tout à l'heure avec notre cortège d'Harley Davidson. Est-ce qu'un chien, à ta connaissance, peut quand même s'améliorer en étant souvent en zone rouge, ou empirera forcément, ou va stagner, ou... Est-ce que tout est possible? Si t'es complètement en zone rouge tout le temps, bah non, ça va pas être possible. De toute façon, le chien ne peut pas rester en zone rouge en permanence. Là, il va passer sur un état pathologique bien plus complexe, qui s'appelle une dépression, quoi. Hein, parce que c'est ce qu'on appelle l'impuissance apprise. Hein, c'est-à-dire qu'il est complètement en zone rouge et ne peut pas s'en échapper. Faut expliquer que la zone rouge, c'est toxique en fait. Hein. Ouais. Pour le cerveau. Donc, il va tout faire pour sortir de cette zone rouge, et s'il ne peut plus le faire, à ce moment-là, il y a un effondrement des systèmes, et il rentre en dépression. Et donc, il agit peut-être moins en termes physiques, on le voit moins bouger ou moins réagir, mais en fait, c'est pas qu'il va mieux. Complètement. Ok. Bon. Ah, complètement.
Bien. Donc, dans une thérapie classique, enfin, je pense qu'on a compris en parlant là, si jamais il y a des questions, on les verra dans les commentaires, mais en gros, dans une thérapie classique, on met un peu d'éducatif en place. Déjà pour savoir si le chien est capable de faire, s'il a une zone verte. Normalement, il y en a une. Ensuite, derrière, une fois que les apprentissages sont faits, on essaye d'aller chercher cette fameuse zone jaune. Si elle est inexistante pour le chien, ou trop petite, ou trop courte, ou que c'est difficile, en gros, qu'on passe du vert au rouge tout de suite, on peut facilement se diriger vers un vétérinaire comportementaliste pour avoir un coup de main médicamenteux qui permettra d'élargir cette zone jaune. Et même sur des cas, là je reprends tes mots, hein, c'est pas moi, mais je reprends ce que tu as dit, même sur des cas où la zone jaune serait déjà existante, ça permet de l'élargir dans tous les cas et d'aider à avancer, quoi. Et d'éviter les risques de régression. Tout à fait. Et puis il y a des grades, enfin il y a des grades. Il y a différents types de médicaments, c'est-à-dire que tu peux utiliser des molécules qui sont en fait à effet rapide. Genre, tu as des molécules qui agissent déjà après 1 heure et demie et qui vont cesser d'agir au bout de 6 heures, que tu peux utiliser de façon ponctuelle à chaque fois que tu fais une séance de thérapie, tu vois, notamment sur des phobies simples. Le chien, il a peur du lave-vaisselle, il a peur, enfin, dans ces phobies-là où il a peur de certaines personnes dans des contextes particuliers, ça peut être bien. Et puis, tu as des choses beaucoup plus envahissantes où là, on doit faire appel à d'autres familles de molécules qui vont prendre beaucoup plus de temps à agir. Elles vont prendre 3 semaines, 1 mois à y agir, et ensuite on va les donner pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc, si tu veux, il y a des gradations. C'est-à-dire qu'il il faut pas se priver, en tout cas, il faut pas se priver de l'utilisation du médicament. On les maîtrise très bien, ces médicaments. On en connaît parfaitement, en tout cas pour 80% d'entre eux, comment ça fonctionne dans le cerveau, dans le corps, les effets secondaires. On a de très longues expériences sur beaucoup de molécules. Oui, c'est pas nouveau aujourd'hui. C'est pas nouveau. On sait faire et on sait les maîtriser. Et quand on prescrit un médicament, la plupart du temps, on est capable d'annoncer déjà les effets secondaires éventuels. L'idée, c'est ne vous privez pas d'un médicament et n'ayez pas peur du médicament, parce que au contraire de faire du mal, ça va faire du bien, ça va raccourcir la longueur de la thérapie, ça va augmenter son efficacité, même sur des choses qui paraissent simples. Et puis j'en ai pas parlé, mais il y a aussi des molécules qui sont sans ordonnance, qui sont aussi utilisables. Mais là, j'aime autant que le propriétaire du chien demande conseil à son vétérinaire avant d'aller acheter ça sur Internet ou je ne sais pas où, de façon à prendre la bonne molécule et puis aussi d'en connaître ses limites. C'est-à-dire qu'en gros, ces molécules-là, c'est comme l'histoire de la thérapie sans médicaments. Si au bout de 10-15 jours, vous ne voyez pas d'effet, arrêtez, ça ne marchera pas. Ouais, ça ne marchera pas derrière. Ok. Voilà. Donc on va parler un peu de sémantique, et du coup, je voulais qu'on s'intéresse un peu à l'immersion, et donc tu me disais... Et si tu veux, l'immersion, moi je l'ai vu apparaître en France quand j'ai fait mes études de vétérinaire comportementaliste en France. Et effectivement, dans les thérapies, on nommait immersion contrôlée. Après, si tu veux, avec l'expérience et la progression de mes connaissances et de mes lectures, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était un peu du copier-coller. Alors après, qui a copié qui, j'en sais rien, mais peu importe. Ouais. Tu trouves vraiment beaucoup dans la littérature anglo-saxonne le flooding, qui consiste en fait à plonger le chien. Bah ouais, ça veut dire ça, immersion. En fait, on plonge le chien dans quelque chose. Donc là, on va le plonger dans ce qui lui fait peur. Ouais. Parce que l'immersion, de toute façon, c'est utilisé. Enfin, par exemple, si un chien il a des excitations, on appelle ça aussi une immersion. En tout cas, on n'appelle pas ça une désensibilisation. Si le chien est juste excité de voir quelque chose et qu'il est incontrôlable, tu vois. Donc finalement... Ouais, mais il y a ce côté, je pense que ce côté sémantique de l'immersion est compliqué parce que y a un côté je te plonge et je te noie quelque part. Ouais. Tu vois. C'est-à-dire que moi, quand je dis immersion, j'imagine un chien que je suis en train de noyer. Voilà. Alors, et l'immersion contrôlée, c'est genre, je te noie, mais je te laisse un peu respirer. Voilà. En fait, ouais, donc du coup, c'est aussi
question de point de vue et de ressenti. Si je prends l'exemple de Marc, tu vois, quand il parle d'immersion, lui, il dit, en fait, pour en avoir parlé, c'est quand je suis devant la mer, je peux immerger mon pied, m'immerger jusqu'aux genoux, m'immerger jusqu'aux hanches, m'immerger, et tu vois, et du coup, c'est vrai que c'est... Très bien, c'est exact. Alors, effectivement, c'est l'idée. Ouais, C'est exactement l'idée. C'est pour ça que c'est juste une question de sémantique et on s'en fout. Voilà, alors après, moi, c'est vrai, j'utilise plutôt exposition. Mais c'est pas mal l'exposition, effectivement. Je trouve que c'est une meilleure image. Quand on pense comme des anglophones qui sont plus sur une image par mot plutôt comme des français où le mot représente le mot, quoi. Quand on pense comme des anglophones, effectivement, immersion, ça fait plonger, et exposition, on comprend bien que on va être exposé à, qu'il y a plus une notion de distance. C'est presque plus positif, c'est plus optimiste. C'est vrai, ouais. Que le fait de se noyer, tu veux dire? Oui, c'est sûr. Voilà. Je préfère m'exposer au soleil que de me noyer dans la mer. Voilà. Ouais, je comprends. Mais c'est ça. Donc, mais encore une fois, ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est quelle signification on met derrière les mots et ce qu'on veut dire. Et on veut tous dire la même chose. On veut dire que le chien, si on veut qu'il progresse, il va bien falloir à un moment qu'on le confronte à ce qui lui fait peur, mais que on va le faire dans des conditions qui ne vont pas le mettre en zone rouge, dans lequel il va rester en zone jaune claire, ou le plus clair possible, en sachant que c'est pas facile. Merci beaucoup, Stéphane, d'avoir pris le temps de parler avec moi. Je t'en prie, et j'espère que on n'a pas été trop dispersé et un petit peu utile à ceux qui on l'est forcément. Pour regarder cette vidéo, qui ont eu le courage de la regarder jusqu'à la fin. Voilà. Super. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, et puis on vous dit à très bientôt sur la chaîne. Ciao, ciao. Bye bye.